ce clivage-là entre droite et gauche a pris toute sa portée moderne après-guerre et que d'après moi, le clivage est désuet pour une raison simple, c'est qu'il était porté par l'émergence de la classe moyenne occidentale, politique, économique, sociale, etc. En gros, entre la droite et la gauche, le débat a longtemps été est-ce qu'il faut plus ou moins redistribuer, moins redistribuer, plus redistribuer. Et je pense que ce sujet est mort. Et qu'on est revenu au clivage profond, philosophique, identitaire, entre conservateurs, progressistes, etc. On peut estimer que le clivage populiste progressiste est né après tout qu'un retour à une forme de clivage droite-gauche. C'est loin d'être stupide et ça se défend tout à fait. Sauf que, c'est comme on va parler du mot libéralisme, on va tous être d'accord pour dire qu'il est piégé d'avance, et ben le clivage droite-gauche c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que du coup on se met dans les chaussons du vieux clivage entre en gros LR et le PS. Non, bah en plus on a déjà eu le débat avec Éric, donc on va le refaire, mais moi je dis pas que le clivage droite-gauche est entièrement satisfaisant et j'en partage toutes les limites vu l'âge qui est le mien aujourd'hui. Non mais je veux dire, moi je baigne depuis 10 ans dans le débat politique sur la théorisation de la fin des clivages traditionnels et tout, donc je trouve qu'il y a énormément de raisonnements qui sont très satisfaisants sur le plan intellectuel et notamment évidemment on pourrait se pencher sur le clivage libéral, antilibéral, le clivage mondialiste, patriote, voilà. Déraciné, somewhere, anywhere, exactement. Il y a beaucoup de choses, France périphérique, métropole, voilà, il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, se recoupent. Aucun des clivages, d'ailleurs, n'est parfaitement satisfaisant, et à mon avis, tout ça, on peut trouver du vrai et du satisfaisant partout. Je trouve que le clivage droite-gauche a le mérite, pour moi, d'être encore le plus lisible dans l'esprit des Français, parce que la limite de l'exercice, et c'est un peu le débat qu'il y avait eu autour des propos de Patrick Buisson. C'est-à-dire, il y a d'un côté le monde intellectuel avec des grandes réflexions avec des mots qu'on peut traiter sur le plan de l'histoire des idées politiques, et voilà. Et puis, il y a le fait de voir des clivages qui soient opérationnels sur le plan politique, c'est-à-dire dans lesquels les Français puissent se reconnaître tout de suite parce que ce qu'ils représentent résonne clairement dans leur esprit. Et c'est vrai que je continue de penser que l'air de rien, droite et gauche, dans les grandes lignes, les gens ont des représentations suffisamment claires. Dans mon esprit, la droite, ça reste malgré tout aujourd'hui la nation, la famille, la tradition, l'autorité, opposée, c'est vrai, à une vision, on pourrait aujourd'hui la qualifier plus progressiste, et donc c'est vrai, plus antinationale ou post-nationale, multiculturaliste, internationaliste, socialiste. Voilà. Ni droite ni gauche, ça n'a jamais été autre chose que ni RPR ni PS. Ça veut dire qu'en fait... Exactement, ça veut dire qu'en fait, ils renvoyaient dos à dos des partis. Mais le fait que des partis aient pu à un moment donné mal représenter les courants auxquels ils étaient censés appartenir ne veut pas dire que ces courants ne continuent pas finalement d'irriguer la vie politique française. Les courants continuent d'irriguer, ça on est tout à fait d'accord. Surtout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir de 50 ans d'économicisme, c'est comme ça qu'on dit, pour revenir justement à un débat très 19e siècle en vérité. Très identitaire, très sur qu'est-ce qu'une nation, on voit bien qu'est-ce qu'un État, etc. On voit bien qu'on revient aux discussions, et d'ailleurs quand on lit les grands auteurs du 19e, on se retrouve très bien. C'est assez intéressant d'ailleurs, beaucoup mieux que les auteurs des années 50, 60, etc. Donc c'est pas pour rien, je pense, parce que je maintiens, moi je crois beaucoup, parce que tu disais tout à l'heure très justement, il faut pas déconnecter le monde des idées avec le monde de la réalité électorale. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire, je pense que justement, ce clivage droite-gauche tel qu'il a été préempté par la réalité électorale depuis les années 60 est mort. C'est ça que j'ai dit, c'est tout ce que je dis. Arrête de voler les idées de Buisson, ça devient gênant. En plus, ça me fait rire parce que il s'est fait, entre guillemets, lui qui est censé maîtriser le mieux son discours, là, en l'occurrence, il est passé pour celui qui cherche l'alliance avec la gauche alors qu'il n'est absolument pas favorable à ça. C'est toute l'ambiguïté, j'en ai discuté avec lui. Il ne veut absolument pas s'allier avec France Insoumise, il veut absolument... C'est très intéressant d'ailleurs. C'est un peu le problème de dire, dans le clivage libéral-antilibéral, c'est que très souvent, si tu veux, les antilibéraux de gauche sont des gens qui sont des internationalistes, bien sûr, des multiculturalistes et des socialistes sur le plan économique. Mais c'est même pire, pardon, c'est même pire.
Vas-y, je t'écoute. Je pense qu'en plus, ça c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est même pire, parce que je pense qu'ils sont en train de se faire complètement phagocyter par les islamo-gauchistes et l'idéologie décoloniale. Et je pense que le parti est mort, il est en train de mourir et d'être tué par l'alliance entre les féministes, les LGBT et les islamo-gauchistes. Ils sont en train de détruire le parti. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est là où c'est piégeux. Si tu veux, dans le terme libéralisme, tu pourrais aborder ça sur le plan économique, tu pourrais aborder ça sur le plan philosophique. Or, les anti-libéraux, tels sont sont des anti-libéraux sur le plan économique, mais ne sont pas sur le plan philosophique. On est bien d'accord, c'est libéraux libertaires. Voilà, donc tu as une critique partagée, si tu veux, sur la doctrine néolibérale de l'Union européenne, mais pas c'est ça, la vision de la société. Donc, d'où moi je trouve la limite à vouloir absolument, si tu veux... Et alors, donc il faut revenir aux droites. Le mot populiste ne me gêne pas parce que dans le mot populiste, il y a peuple, que les populistes dans l'histoire se sont toujours opposés aux communistes et aux totalitaires, que ce soit les narodniki russes et tous ces gens-là, moi, ne me gênent pas. Et il y a une tradition... populiste qui ne me rebute absolument pas. Sur le terme populiste, moi non plus, me gêne pas dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que c'est utilisé comme une sorte de stigmate. De stigmate. Voilà. Donc moi, j'ai pas de problème avec le mot en tant que tel. Je suis plus gênée par ce qu'il peut représenter. Parce que le problème du populisme, si tu veux, en tant que tel, c'est qu'il y a des populistes de droite, il y a des populistes de gauche. Je veux dire, tu peux pas mettre Tsipras dans le même camp que, si tu veux, la Ligue, que 5 étoiles dans le même camp que la Ligue, que les populismes espagnols. Et le problème, c'est qu'en fait, populisme, à part être un anti-élitisme, souvent d'ailleurs un défenseur de la démocratie directe, il n'y a pas que des choses négatives là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, le plus petit dominateur commun des populismes, il est assez réduit, mais apparaît pas suffisant pour porter une vision de la société cohérente. Voilà. Le populisme de gauche, théorisé par Ernesto Laclos, et repris par Mélenchon, est en train de crever, tué par ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'alliance des féminismes LGBT et de l'islamo-gauchisme. Chantal Mouffe, qu'est-ce qu'elle dit finalement? Parce que moi je l'ai lu entièrement, et donc à la fin du livre, elle vous fait tout un baratin sur le peuple qu'on construit déjà. C'est un constructivisme, le populisme de gauche. Le populisme de gauche, c'est un constructivisme. On construit un peuple. C'est-à-dire qu'on prend n'importe qui et on en fait un peuple par opposition aux élites et aux riches. À la fin du livre de Chantal Mouffe, qui reprend Ernesto Laclos, qui est elle-même repris par Mélenchon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il faut l'association des minorités féministes et compagnie. Donc finalement, ce populisme de gauche est un leurre, est un trompe-l'œil pour détourner un électorat populaire du populisme de droite. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de discussion, il va crever de lui-même. Donc s'il va crever de lui-même, on ne va pas s'allier avec lui. Mais il ne faut pas s'allier avec lui, mais personne ne veut s'allier avec lui. Le bloc populiste, c'est quoi d'autre? Moi c'est ça que j'arrive pas à saisir. Il y a une différence entre les électeurs et les appareils. Non mais d'accord, mais donc ces électeurs populistes, c'est bien ça l'idée derrière, c'est de dire bien sûr, les électeurs qui ont voté Mélenchon. Il y a dedans des électeurs, des petits fonctionnaires, petite classe moyenne, des gens qui savent très bien, qui sont des gens de quelque part, c'est ça, quelque part et pas n'importe où, qui sont en première ligne pour vivre tous les ravages de l'immigration, parce qu'ils sont dans les hôpitaux, parce qu'ils travaillent dans la fonction publique, parce qu'ils travaillent dans les guichets. Ils savent très bien la désagrégation de la société que provoque l'immigration. Et ces gens-là, ils n'ont aucune raison de voter avec Clémentine Autain et Daniel Obono qui défendent les indigénistes et compagnie. Je veux dire, à partir d'un certain moment, ces électeurs-là, ils ont vocation à quitter ces gens-là, qui les aveuglent, et ils s'en rendent compte de plus en plus. Moi je pense. Hein. Ouais, mais moi je pense qu'en fait il y a une mauvaise lecture de ce qu'a pu être la montée de Mélenchon à un moment donné. C'est-à-dire que en fait toute cette théorisation du bloc populiste, donc de la nécessité d'aller chercher l'électeur de LFI, parce qu'on distingue quel parti, mais c'est quand même l'électeur de LFI dont on parle. Une partie des électeurs de LFI, on est d'accord. Et le problème c'est qu'on est parti d'abord du score de Mélenchon au présidentiel. 20, d'accord, 20%. Ce qui était assez inédit. Donc, je pense que malheureusement, son score est en grande partie dû au fait que le PS s'est effondré à l'époque, donc il a récupéré une grande partie de la branche radicale du Parti socialiste
qui de fait n'avait plus personne vers qui se tourner en dehors de lui. Il a continué à capitaliser sur le vote communautaire sans aucune difficulté. Absolument. Il a continué à capitaliser. D'ailleurs, il a 4 ou 5 députés de Seine-Saint-Denis. Exactement. D'ailleurs, c'est le seul endroit où il arrive à sortir des députés. Absolument, on est d'accord. Voilà, donc c'est bien significatif. On est 1000 fois d'accord. Il a continué à capitaliser sur le bobo de centre-ville qui adore se donner du frisson révolutionnaire, comme on on n'a pas sait de bien. désaccord là-dessus. Et donc, si tu veux, quand tu regardes un peu ces sociologies électorales, et évidemment, il a réussi, là tu as raison, à capter probablement, mais c'est pas la majorité, une partie des abstentionnistes qui sont venus vers lui. Ensuite, il y a eu le grand mouvement des Gilets jaunes. Alors, tout le monde a dit c'est merveilleux, c'est la démonstration qu'on peut faire cette grande alliance parce que, soi-disant, les lecteurs LFI étaient bras dessus avec les lecteurs RN. La réalité, c'est que c'est tout autre. Enfin, de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai regardé, des analyses que j'ai lues, du terrain où je suis allée, c'est qu'en fait, on y avait certes beaucoup d'électeurs RN dans ces Gilets jaunes, il y avait des abstentionnistes, c'est vrai, des gens qui étaient sortis du jeu électoral depuis longtemps. Et toute cette masse était encadrée, c'est vrai, par des cadres LFI. C'est exactement ce que j'ai compris. D'où le fait que tout le monde a imaginé que parce qu'il y avait des cadres LFI qui sont venus faire ce que l'extrême gauche faisait très bien depuis des années, c'est-à-dire récupérer des mouvements sociaux à leur profit, tout le monde s'est dit c'est merveilleux, regardez, c'est la grande alliance populiste, la droite et la gauche antilibérale réunies, c'est génial, transformons ça en victoire politique. Sauf qu'en fait, c'est une mauvaise analyse des choses. Je répète, je ne suis pas pour l'alliance des populismes de gauche et des populismes de droite en tenant compte des appareils. Je pense que le seul populisme est un populisme de droite, mais parce que on en revient à la discussion. Les mots c'est compliqué tous ces mots. Donc c'est pas simple parce que c'est ce que j'ai dit en préambule. Il est possible que le nouveau clivage populiste progressiste soit en fait une ressucée du vieux clivage droite-gauche. C'est très possible. Mais je ne dis pas le contraire. Ces mots sont lestés par nos adversaires d'une charge maléfique. Donc moi je suis d'avis, mais c'est personnel, hein, c'est personnel, je ne sais pas si j'ai raison et je ne sais pas si tout le monde peut faire ça, de retourner le stigmate avec joie. Mais moi je pense qu'il faut dire, eh ben oui, on est populiste, on est conservateur, on est réactionnaire, on est tout. Je pense que ça ne sert à rien en fait. De toute façon, on est contre eux. Moi, je crois qu'on se définit contre eux. Et que c'est le seul sujet. Et que chacun reconnaîtra les siens. Je me demande si ça sert à quelque chose d'essayer d'arriver à une pureté et sémantique et idéologique. Mais je pose la question, hein, je n'ai pas de certitude. Oui, mais je ne sais pas, moi non plus. Je ne suis pas convaincue qu'on ne gagne pas politiquement aussi parfois contre, justement. Je suis pas sûr que le contre soit pas fédérateur. Ouais, mais bon, ça après voilà. c'est un autre débat. Mais Et puis le pour, c'est quand on a le pouvoir. De Gaulle, il était contre. Il était contre Pétain, il était contre la 4e, il était contre. Puis quand il a eu le pouvoir, il a instauré son. Non mais c'est vrai, sérieusement. Non mais de toute façon, t'as pas, sur le plan stratégique, t'as pas 36 solutions. C'est vrai que moi je t'écoute, t'es un peu un grand pessimiste toi. C'est vrai que t'es déjà en train d'expliquer qu'on est sous l'ère Louis-Philippe et on en a pour plus d'une décennie. Non, et je suis beaucoup plus pessimiste que ça, parce qu'encore Louis-Philippe, c'était pas si mal à côté de ce qu'on va connaître. Mais c'est vrai que, si tu veux, là-dessus, moi j'ai grandi sous le, comment dire, un peu le fantôme de Jean-Marie Le Pen qui nous a toujours... forcément formé un peu politiquement, intellectuellement, et qui, je l'ai toujours entendu dire, et il reprenait en cela d'autres mots célèbres, mais je trouvais que c'était une approche pleine d'espoir, si tu veux. Et voilà, la France, dans son histoire singulière, a connu des chutes lamentables et des grands redressements, avec du coup des résurrections sublimes, et évidemment, tu as plein d'exemples à l'appui, tu as 10/70 la Commune, tu as les guerres de religion, tu as la Seconde Guerre mondiale, où on finit finalement à la table des vainqueurs, tu as Jeanne d'Arc et la défaite d'Azincourt. Tout à fait. Voilà, et c'est vrai que d'une certaine manière, côté français, t'es un peu condamné à l'espoir, parce que quand tu vois par quoi on est passé dans une nation millénaire, tu vois, voilà, et tu dis, Sauf que là, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis très frappé que le progressisme, en fait, nous ramène à un état d'origine de l'humanité, c'est-à-dire on revient à la guerre des races, on revient à la guerre des religions, on revient à la guerre des sexes, on revient... C'est la grande leçon du progressisme, c'est que ça nous ramène à l'origine de l'humanité, aux conflits les plus primaires. Il y a des codes implicites à travers des usages, des cultures qui permettent une homogénéité, une unité. Voilà. Et le problème, c'est ça qu'on a détruit. Sauf que voilà, le souci, c'est que si tu veux, la loi, mécaniquement, dans une société telle que celle-ci, est le résultat d'un consensus. Et le grand basculement qu'on voit depuis maintenant quelques années, c'est que la loi n'est plus le résultat d'un consensus, elle est le résultat d'un rapport de force. Et le rapport de force, il est quand même, et tu le vois bien dans la façon dont aujourd'hui sont votées les lois, il est forcément au bénéfice ou des classes d'argent ou des minorités organisées. Parce que mécaniquement, des minorités étant des minorités, elles sont mieux conscientes de la défense de leurs intérêts et donc mieux organisées pour pouvoir les défendre. Et donc là-dedans, les grands perdants, c'est évidemment la majorité silencieuse.
Et donc c'est ça en fait moi qui m'inquiète davantage, c'est aujourd'hui comment ce rapport de force dans le jeu démocratique tel qu'il est aujourd'hui, il peut être tourné à notre avantage. Et c'est là où je pense, malgré tout, qu'on ne peut pas faire l'économie de rallier à la grande cause patriotique, appelle ça comme tu veux, une partie de la classe bourgeoise, moyenne, possédante, qui, je l'espère, a encore un sentiment national suffisamment vivace pour pouvoir dépasser une lecture un peu marxisante de la société, donc matérialiste, et vouloir défendre plus que ça. En revanche, là, ce que je pense, c'est que tu as tout à fait raison. On vit sous la dictature des minorités, on vit au nom de la religion des droits de l'homme. Ça fait 20 ans que je parle de ça. Je pense que c'est simplement, on a changé de système. C'est-à-dire que les juges ont pris le pouvoir et que depuis que les juges ont pris le pouvoir, le peuple a perdu. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Entre le remplacement du peuple et le fait qu'il y ait des minorités qui aient le pouvoir et qui encouragent ce remplacement de peuple pour justement, finalement, récupérer les principes démocratiques et dire, vous voyez, c'est le peuple qui le veut. Ah ben, c'est évident, c'est pour ça que je suis pessimiste et que Marion va dire que je suis encore désespéré, etc. Mais elle a raison. Je suis profondément pessimiste et profondément tragique. C'est mon tempérament, mais je crois que la situation s'y prête. C'est la question fondamentale, c'est la question de ce que j'appelle l'impasse politique française. Je pense que là, tu disais tout à l'heure pertinemment qu'il y a un problème occidental, mais il y a une spécificité française, c'est que c'est le pays le plus gravement malade et c'est le pays qui a le moins de médecins adaptés à la maladie. C'est-à-dire qu'on a une impasse politique phénoménale, c'est-à-dire que c'est très cruel d'ailleurs, parce que c'est très paradoxal. De Gaulle a fait les institutions de la 5e pour rendre le pouvoir au peuple contre ceux qu'il appelait les notables et les notoires, et qu'aujourd'hui, les notables et les notoires ont récupéré les institutions à leur profit et ont bloqué contre le peuple. On s'est beaucoup appuyé, justement pour les grands défenseurs des blocs populistes, sur l'exemple italien, en oubliant que 5 étoiles avec lequel était alliée la Ligue n'avait strictement rien à voir, par exemple, avec un mélenchonisme. Enfin, là, on était vraiment dans un parti qui est on a fait la Révolution française, c'est tout. C'est la grande différence. Donc c'est intéressant de voir que, évidemment, ça a capoté, mais c'est aussi intéressant de voir que la Ligue, qui reste aujourd'hui premier dans les sondages d'opinion et qui a donc de grandes chances, une fois que ce gouvernement tombera à plat, parce que je ne pense pas non plus qu'il dure éternellement, de devenir à minima la première opposition, mais en tout cas peut-être la première force politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont remplacé la droite. Eux, ils ont remplacé la droite. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que Berlusconi... Ils sont quand même alliés aux populistes. C'est le grand paradoxe. Oui, sauf qu'avant de s'allier aux populistes, ils sont alliés au centre-droit avec Berlusconi. Oui, je suis d'accord. Et donc en fait, en s'alliant avec Berlusconi, petit à petit, ils ont pris sa place, ils ont gouverné, ils ont récupéré des postes en local, donc ils ont fait la démonstration aussi de leur capacité à gouverner, ils ont tissé du réseau local, ils ont tissé de la légitimité locale, et à partir de là, ils ont petit à petit grignoté la place de la droite dite parlementaire, comme on l'a qualifiée, et ils sont devenus la droite. Voilà. Et ils ont poussé Berlusconi dans les limbes. Donc il y a peut-être aussi là-dessus une leçon intéressante à tirer, plutôt que d'être... Qu'on s'entende bien, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on a appelé l'union des droites. Je ne suis pas hostile. Simplement, il faut savoir quels électeurs de droite sont encore capables de choisir la patrie contre l'argent. Oui, mais moi je pense que la question, elle est tranchée par le biais générationnel. Plus que par le biais matériel en réalité. C'est-à-dire que Macron est un jeune président à la tête d'un vieil électorat. Oui, bien sûr. C'est le président des baby-boomers. Oui, bien sûr. De cette génération. C'est normal, il en a son idéologie d'ailleurs, c'est logique tout ça. Et donc en effet, ces électeurs-là, qu'ils aient pu être de droite ou qu'ils aient pu être de gauche, ont une sorte de vote relativement homogène. Je vois que ça ne veut plus dire grand-chose. Mais sorti, si tu veux, de cette génération d'après-guerre, les choses se clarifient beaucoup plus. Pour les plus jeunes, alors soit ils sont aujourd'hui dans l'abstention, soit ils ont voté Marine Le Pen, soit ils sont des électeurs déçus de la droite filloniste. C'est des bobos qui votent Macron. Et donc voilà. Mais de toute façon, je pense que ce clivage-là, il est surtout générationnel en réalité, beaucoup plus que... il est social aussi, je sais que... Ça joue, mais c'est pas pour moi un déterminant... Des classes, mais ça existe, ma chère, ça existe. Ça n'est pas indépassable, non, je réduis pas tout à cela. J'aime pas avoir une vision très marxisante de la société. Non, je suis d'accord, mais bien sûr. Il faut quand même, tu sais, c'est pas pour la dépasser, il ne faut pas la nier. Voilà. Non, on ne la dépassera que si on en tient compte et que si on accepte ce conflit-là et qu'on voit la dialectique. Mais ce qui est amusant, si tu veux, c'est que ce clivage populiste-progressiste, c'est un clivage qui a été mis en place par Macron. C'est lui qui a commencé à utiliser le terme.
Donc s'il a utilisé ce Marine terme... Le Pen aussi disait il y Non, a elle les s'est mondialistes, jamais- elle disait les mondialistes et les patriotes. Non, elle a les jamais mondialistes et les utilisé- patriotes, c'est Oui, ça mais elle n'a jamais utilisé la idée de Philippot, ni c'est ça populiste ni progressiste. Ouais, Ce qui est c'était amusant, c'est patriote que mondialiste, si à mon avis ce terme a été choisi, Ouais. c'est évidemment à dessein et c'est Ah oui, peut-être c'est parce ce qu'il a dit que tout à l'heure, le ce programme. rapport de force est à leur bénéfice. Et c'est vrai que nous, en tant que responsables politiques, est-ce qu'on a intérêt justement à tenter de réduire les clivages, y compris sociaux, ou de les alimenter? Moi, je suis un peu gênée par la dialectique qui consiste à passer son temps à dire les Français des villes contre les Français des champs, les Français des métropoles contre les Français des campagnes, les riches contre les pauvres, les dominants contre les dominés. Est-ce qu'on n'a pas intérêt d'alimenter ces antagonismes sociaux qui existent mais qui peuvent malgré tout être dépassés, plutôt qu'en fait d'enfermer les électeurs dans cette logique? Et en ayant une dialectique qui du coup pousse peut-être en effet le possédant de droite, peut-être un peu libéral dans les bras de Macron, parce qu'il se dit finalement moi je ne suis jamais qu'un connard de métropole possédant, riche, et donc finalement je peux pas me reconnaître dans ce discours et dans cette rhétorique. Alors là, ça me fait rire parce que alors là, c'est quand on est dans l'opposition, on ne rassemble pas, on met frontalement. Donc Sarkozy n'a pas rassemblé. Mais Sarkozy était une catastrophe. Il a été une catastrophe, je te parle de la prise de pouvoir. Mais Sarkozy, il n'a pas rassemblé du tout quand il a pris le pouvoir. Tu veux te souvenir de la campagne de 2007? Tu veux que je te rappelle la campagne de 2007? Mais il a rassemblé l'électorat de droite. Il se faisait traiter de fasciste. Il a rassemblé les électorats de droite, c'est ça dont je te parle. Il a rassemblé l'électorat de droite, mais il n'a pas rassemblé le pays. Il n'a pas dit, il n'a pas fait un discours œcuménique. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Il a rassemblé les électorats de droite, c'est ça que j'ai voulu dire. Oui. Non, mais bien sûr, c'est le dernier à avoir rassemblé les électorats de droite pour les trahir. Valéry Giscard d'Estaing l'avait fait aussi. Absolument. Mais d'ailleurs, ils ont fait le même score. Tout ce qu'on paye aujourd'hui, c'est en grande partie Sarkozy. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le dernier à avoir eu la main. La victoire politique de Sarkozy, c'est pas une victoire qui a été basée sur la division des riches contre des pauvres et des possédants contre les non-possédants. Il a réussi à dépasser ça. Mais parce qu'il a fait d'autres clivages. Parce qu'il a tenu. Voilà, exactement. On est d'accord. Mais il n'a pas capitalisé sur ce clivage-là. C'est ça que je veux dire. Il a tenu un discours identitaire. Oui, mais pas seulement. Et sécuritaire. C'était travailler plus pour gagner plus. C'est bien parce que tu parles comme les journalistes politiques. Peut-être. C'est pas un compliment, j'imagine, dans ta bouche. Non, c'est pas un compliment dans ma bouche parce que je pense que c'est faux. Parce que je pense que le discours du travail, c'était un... Oui, mais je suis d'accord. Mais c'était un habillage pour faire passer le vrai discours qui a parlé aux ouvriers. Je me souviens très bien des discussions que j'avais avec les sondeurs à l'époque. Les ouvriers étaient sensibles à son discours identitaire. Ils n'étaient pas sensibles à son discours social. Je suis 1000 fois d'accord avec toi, je ne remets pas ça en cause. Sauf que la différence, c'est que la classe moyenne, si tu veux, qui elle n'a aucun problème avec le discours identitaire, ne vote pas pour ça. En revanche, non mais je veux dire, elle n'a pas de problème. Ça grandit. C'est pas un problème, je veux dire, c'est pas un blocage pour elle que quelqu'un ait un discours identitaire, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un motif de vote en tant que tel. En revanche, le fait qu'elle ait pu à côté avoir travaillé plus pour gagner plus, là, ça a été, si tu veux, ce qui l'a motivé à bouger. De la petite classe moyenne. Pas seulement. Tu regardes le vote de Sarkozy, ça va beaucoup plus loin vite. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il est allé beaucoup plus loin que simplement la petite classe moyenne ou la classe populaire. La Ligue en Italie, c'est marrant de constater, qui est présenté comme un parti populiste. C'est un parti qui a réussi à rallier à elle, notamment dans le Nord, parce que c'est un parti à l'origine historiquement très fort dans le Nord de l'Italie, a réussi à rallier à elle le tissu, si tu veux, de PME industrielles riches du Nord, qui s'est rallié à elle sur un discours économique considéré comme plutôt libéral. Donc c'est amusant de voir qu'eux aussi, si tu veux, ils ont prospéré sur cette espèce d'équilibre entre un discours identitaire extrêmement fort et en même temps un discours économique qui est capable de parler à une classe possédante. Je suis pas hostile à ce discours. Je pense qu'on n'a pas du tout la même structure sociologique et économique de l'Italie. C'est certain. Mais enfin, tu regardes. C'est d'ailleurs un de nos problèmes. Mais force est de constater quand même si évidemment tu as raison de dire que la comparaison n'est pas la même partout, que tous les gouvernements populistes ou de droite ou identitaires aujourd'hui sont des gouvernements qui pour la plupart sont beaucoup plus libéraux économiquement que ne serait la France. Les Gilets jaunes sont descendus dans la rue parce qu'ils voulaient les taxes. Moins de taxes, moins d'impôts. Ils ne sont pas venus demander plus d'État-providence, plus de dépenses publiques. J'ai jamais dit ça, moi. Je sais pas ce que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'on présente ça comme ce peuple français qui travaille, qui n'est pas dans la classe pauvre, ou dans l'assistanat, et qui est une classe travailleuse qui se lève le matin et qui est entre en gros 1500 et 2500 euros par mois. Elle n'est pas devenue demander plus de social-étatisme. Elle est venue dire que l'État sorte les mains de nos poches. On a retrouvé un discours très poujadiste. Absolument. Et donc, ce qui veut bien dire que ce discours-là n'est pas antinomique entre ces aspirations de cette population-là et éventuellement des classes moyennes un peu plus favorisées qui pourraient aussi se retrouver là-dedans. Simplement,
ces gens-là ne vont pas entendre un discours filloniste sur la dette, le déficit budgétaire, etc. Oui, non, mais ça, lui, c'est un technicisme budgétaire. Voilà. La classe politique de la 5e est bien moins brillante que la classe politique de la 3e et de la 4e et qui gâche les institutions. Je trouve ce renversement incroyable, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, Tardieu est éblouissant. Et d'autres, bien d'autres, en vérité. Ouais, si tu veux une leçon sur qu'est-ce qu'un chef, pour le coup, si tu cites De Gaulle tout le temps, tu lis au fil de l'épée et tu as un beau condensé de ce qu'est un chef. En même temps, De Gaulle, il ne peut rien faire s'il n'y a pas la guerre. Mais en effet, moi je pense que c'est pour pour ça que je te dis, moi je suis plutôt, c'est l'histoire qui fait les grands hommes, et ça se trouve aujourd'hui De Gaulle serait commissaire de police, et Napoléon c'est un start-upper, si tu veux. Napoléon c'est le nouvel empire. Ouais, mais peut-être, mais c'est surtout que... Il aurait fait Facebook, je pense. En même temps... Il aurait dominé le monde avec Facebook. En même temps, notre seul espoir, et elle va hurler, c'est que de toute façon, nous allons à la catastrophe. Nous allons à la catastrophe, nous allons à la guerre de tous contre tous, nous allons à tout ça. Donc, il faudra forcément, les grands hommes seront révélés par cette catastrophe qui arrive. Franchement, j'ai plus d'espoir depuis longtemps. Non, mais sérieusement, je suis très sérieux, je suis complètement désespéré. Je pense que la France que j'ai connue dans mon enfance est morte. Je pense que c'est dramatique. Je suis sérieux pour l'humanité. Mais non, mais je enfin, dis ça à mes enfants. Espérer, c'est démentir l'avenir. Non, il faut être sérieux, quoi. Il faut arrêter avec les chimères de l'optimisme. Il faut arrêter. Ça va pas bien se passer, ça va mal se passer. Extraordinaire, toi qui passes ton temps à dénoncer le sens de l'histoire, tu t'y remets fatalement. Je suis sûr que c'est pas du sens de l'histoire. C'est l'étude réelle de la situation. C'est pas du tout une philosophie. C'est que je vois ce qui se passe et je pense que vraiment on va à une catastrophe monumentale. C'est quand même extraordinaire, toi qui es fan de Napoléon, qui a vu par l'esprit et le génie d'un seul homme l'intégralité du destin européen bouleversé. Oui, mais il y a eu la révolution. Ça tient à un homme. Oui, mais il y a eu la révolution. Tu es capable de dire que tu es complètement désespéré. Alors je vais te dire, ça ne tient pas à un homme. J'ai compris quelque chose maintenant. Et Dieu sait si j'admire Napoléon. Je ne nie pas du tout, malgré les erreurs qu'il peut faire, etc. Mais je pense que c'est le plus grand personnage de l'histoire de France, de très loin. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qu'il n'y a pas de Napoléon s'il n'y a pas deux choses. Et ça nous ramène à notre sujet. La première, la Révolution française. Le système républicain qui lui permet de grandir dans les institutions. Pas du tout. La Révolution française, parce qu'elle tue le roi, et que sinon, il est bon. Et deuxièmement, la démographie française. J'en ai marre de discours sur « donnez-nous de l'espérance et donnez-nous de l'optimisme ». Je n'en donne pas, parce que je n'y crois pas et que je ne veux pas mentir aux gens. J'avoue que je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression que malgré tout, non, je ne crois pas ça, mais je crois que si tu veux, le système est en train malgré tout de s'effondrer sur lui-même. Enfin, cette espèce de voie démocratique est devenue une voie médiatique. Ce que je disais à de cette époque est un Gorafi géant, quoi. Bah oui, mais moi, c'est absolument... Non, mais c'est extraordinaire. Jamais on a vécu sous une telle poigne de fer. Mais quand même, le paradoxe dans ce que tu dis, c'est ça qui est quand même assez surprenant, c'est que donc cette jeunesse-là, qui est la plus désarmée, si tu veux, intellectuellement, la plus déracinée, est celle qui, pour une grande partie d'entre elles aujourd'hui, vote pour un parti comme le Rassemblement National. Ça veut dire que c'est elle qui n'a jamais connu la France paisible, la France uniculturelle. Oui, mais c'est la première confrontée. Mais si tu veux, c'est ça qui est surprenant. Oui, mais ça va à l'inverse de ce que tu dis. Ça veut dire que on les... Pas du tout à l'inverse. C'est une minorité qui est en train de mourir et qui se bat avec l'énergie du désespoir parce qu'elle vit l'invasion et la colonisation de son pays. Malgré le travail de Sable dont tu parles, et dont tu pourrais imaginer que les conséquences sont que finalement il se rallie à l'espèce de propagande généralisée, il résiste encore plus que la génération d'après-guerre qui, elle, a été mieux formée, a réussi un capital culturel énorme. Mais c'est tout à fait normal, au contraire. C'est tout à fait normal, au contraire. Donc ça va dans le sens de l'espoir, ça va pas dans le sens du désespoir. C'est tout à fait normal, non. C'est une partie de la génération qui s'est soumise au nouveau pouvoir, les grandes écoles, les enfants des grandes écoles, etc., Sciences Po, machin et tout ça. Et tu as les enfants des pauvres, des classes populaires, qui sont confrontés directement à l'invasion et la colonisation arabo-musulmane et qui se révoltent avec des moyens, médiocres, avec des moyens qu'ils trouvent. Parce que justement, limité, et ils se battent comme ils peuvent. Mais c'est l'énergie du désespoir. Ils sont déjà occupés, ils sont déjà colonisés, ces gamins. L'histoire est écrite par les minorités, non? Les minorités agissent. En tout cas, elle est écrite par la violence. Par les minorités agissent. Donc il suffit d'une minorité agissant. Mais par la violence, parce que c'est un vrai combat. J'aimerais bien être optimiste comme elle, mais je n'y arrive pas. Donc je ne vais pas, encore une fois, me forcer et mentir.
En tout cas, ce que je sais, c'est que peut-être qu'on s'en Je suis sortira. pas si optimiste, c'est le Je terme, pense qu'on mais s'en suis pas- sortira. Je suis pas mais désespérée. Le prix va être Je vous terrible. le dis, je suis pas désespérée. Le prix à payer va être terrible. Et plus on attend, et plus ça va être terrible.